retrouver pour notre émission politique. Ce soir, je reçois Max Mathiasin, député de la Guadeloupe. Max Mathiasin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves Boissé, bonsoir aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui nous regardent. Alors nous avons plusieurs sujets à passer en revue ce soir, notamment le sujet de l'eau. Nous y reviendrons d'ici quelques instants. Vous revenez de l'Hexagone rapidement. Alors, comment ça se passe concernant le Covid-19? On a vu que le port du masque est obligatoire, notamment dans les lieux fermés, les lieux clos, avec une sanction à la clé si ce dispositif n'était pas respecté. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans l'Hexagone, tout est bien suivi? Est-ce que dans l'Hexagone, tout se passe pour le mieux concernant le respect des gestes barrières? Alors, en tout cas, pour ce que j'ai vu, j'étais à l'Assemblée nationale, donc j'ai circulé peu dans Paris. Il m'est arrivé quand même de sortir un peu. Et de ce que j'ai vu, c'est que les gens portent, la population porte le masque, enfin les Parisiens, ceux qui circulent dans Paris, portent le masque dans les lieux clos, dans les lieux fermés, dans les magasins, un peu partout. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que Paris, entre les Parisiens qui ont quitté Paris pour des vacances et les touristes qui ne sont pas là, on peut dire que Paris est presque vide puisque les touristes ne sont pas à Paris. Il n'y a pas de vraie circulation. Il n'y a pas de vraie touristique. circulation touristique. Il y a simplement une fluidité qu'on n'avait jamais connue à Paris. On a l'impression que les gens ont peur, même à l'Assemblée nationale, tous les députés n'étaient pas présents. Mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que pour ce qui est du retour en Guadeloupe, alors pour quitter la Guadeloupe, il faut une attestation, il faut une simple attestation sur l'honneur, comme quoi on n'est pas porteur du Covid. Pour quitter la Guadeloupe. Pour quitter la Guadeloupe. Donc, alors, et on ne m'a même pas réclamé cette attestation au départ. Mais pour revenir, il faut un test PCR. Vous savez, les bâtonnets que l'on met dans le nez, hein, un test PCR. Et il faut également, et ce test vous est réclamé 4 fois. Une fois par la police, vous entrez dans l'enceinte de l'aéroport, où de toute façon vous portez le masque. Une fois à l'enregistrement, en pré-enregistrement, pour vous laisser passer vers l'enregistrement, à l'enregistrement. Et lorsque vous avez enregistré, pour monter dans l'avion, vous devez encore présenter ce test qui est négatif. Donc voilà ce que je peux vous dire. Dans l'avion, tout le monde porte le masque pendant 8 heures et 8 heures de voyage. Maintenant, ce que je dois souligner quand même, c'est que pour ce qui concerne la Guadeloupe, ça c'est le travail des élus, le travail des députés, des sénateurs, bien sûr, les parlementaires et de la CTAP. Nous avons beaucoup insisté, c'est le travail aussi, il faut le dire, d'Éric Jalton qui a beaucoup insisté là-dessus. Eh bien, nous sommes le premier département français, je veux dire, d'outre-mer, où pour y entrer, il faut un test. Donc, j'ai dû me soumettre à cela. Il faut un test datant de moins de 72 heures. Donc, ça, c'est le travail des parlementaires, entre autres, puisque nous avons beaucoup travaillé durant le confinement. Durant toute cette période, nous avons travaillé par visioconférence. C'était des réunions très longues. Et nous avons obtenu ce que nous avons obtenu lorsque nous avons pu et nous nous sommes battus pour que les lois ou les textes et autres règlements qui étaient votés, adoptés par le gouvernement, soient adaptés à notre situation, notamment à la crise économique que nous vivions du fait du confinement et de la fermeture de la plupart des commerces, de la plupart des magasins, de la plupart des lieux de production. Donc, on peut dire que nous sommes plus ou moins protégés. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les cas autochtones sont très très peu nombreux. Il y a eu un cas autochtone durant le dernier mois. Et les cas que nous avons relevés, fort heureusement, si je puis dire, qui n'étaient pas excessivement graves, eh bien, c'était des cas que l'on dit, que l'ARS dit, dénomme cas importés. Donc, je demande à la population de redoubler de vigilance et de ne pas croire que cette crise est passée, que le Covid a disparu. Dans la mesure où la France vient de prendre une disposition, le Premier ministre qui est allé à l'aéroport d'Orly aujourd'hui a pris une disposition importante aux 16 pays qui sont sur liste rouge, dont les États-Unis, l'Afrique du Sud et que sais-je encore, le Mexique, et qui sont des pays où, pour entrer en France, les ressortissants doivent avoir automatiquement un test avant de quitter leur pays. Alors, est-ce que, dernière question sur le sujet, est-ce que vous avez entendu parler de virus qui seraient en pleine mutation et qui reviendraient en force dans les pays?
En force, non, il y a des pays qui ont été extrêmement négligents, comme les États-Unis. Vous savez que le président des États-Unis, pendant très longtemps, a dit que la crise du Covid n'existait pas. Par exemple, au Brésil, oui, précisément, le président brésilien avait dit que ça n'existait pas. Il circulait sans masque, lui-même a eu le Covid. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui ont minimisé, soit qui n'ont pas eu les moyens de se protéger véritablement, de protéger la population parce que leur système de santé est défaillant, ou soit que sciemment ou volontairement, on a privilégié la production économique, on a négligé ces populations qui étaient les plus pauvres et les plus fragiles. Je rappelle qu'aux États-Unis, ceux qui meurent le plus du Covid, mais nous le savons, ce sont les populations afro-américaines. Au Mexique, ce sont au Brésil, ce sont les plus pauvres. Par conséquent, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut redoubler de vigilance et continuer à se protéger. Je pense que le port du masque dans les lieux clos est une bonne mesure que nous devons continuer tout en respectant la distanciation sociale. Alors maintenant, sur le plan purement local, le préfet Philippe Gustin est parti. Nous aurons très bientôt un nouveau préfet. Est-ce qu'on peut dire que Philippe Gustin a fait tout ce qu'il fallait pour la Guadeloupe? Est-ce qu'on peut dire que c'est le préfet qui a remis de l'ordre ici? Je ne sais pas si c'était le préfet qui a remis de l'ordre. Est-ce que la Guadeloupe avait besoin d'ordre? Est-ce que la Guadeloupe était en désordre quand le préfet est arrivé? Je ne le sais pas. Je constate simplement qu'il y a un certain nombre de sujets qui n'ont pas trouvé leur solution, que le chômage n'a pas diminué sous le passage de Philippe Gustin. Nous savons très bien que Philippe Gustin a affiché un certain autoritarisme et que le dialogue, ce que je lui ai reproché personnellement, c'est qu'il n'a pas entretenu le dialogue avec les élus que nous sommes, les élus de terrain, les élus issus du suffrage universel, donc du suffrage démocratique, même s'ils représentent l'institution étatique, mais nous aussi, nous représentons une portion de la volonté populaire. Il s'en est défendu. Il s'en est défendu, mais vous avez très bien vu que ce n'était pas le cas. J'avoue que nous avons pu travailler enfin ensemble sur la question de la crise du Covid. Et lorsque nous avons pu travailler ensemble, que ce soit dans les réunions de CTAP ou dans le comité de crise Covid, eh bien, l'instance dédiée à la gestion du Covid avec notamment l'ARS, eh bien, nous avons travaillé ensemble. Il n'empêche que c'est lui qui a communiqué le plus, mais c'était aussi le travail des élus. Et ça, c'est très important, il est très important de le souligner. J'ai lu chez un journaliste qui disait que les élus étaient confinés. Pas du tout, nous n'étions pas planqués. Nous avons fait notre boulot. Nous n'avons jamais, et moi je n'ai jamais tant travaillé que pendant la crise. C'était des réunions par visioconférence qui se commençaient tôt, parce que vous savez que nous avons 6 heures de décalage avec l'Hexagone. Il n'était pas rare que nous nous levions à 4 heures du matin pour participer aux réunions de l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais négligé notre travail, ni pour ce qui concerne le travail de l'Assemblée nationale, ni pour ce qui concerne la délégation aux Outre-mer, où nous avons fait beaucoup de propositions et beaucoup de nos propositions ont été retenues. Les choses ne sont pas allées de soi. L'adaptation des aides à notre entreprise n'est pas allée de soi. Il a fallu que nous soyons là pied à pied et ce n'est pas, par exemple, le secteur du tourisme ni la CCI qui me démentiront, dans la mesure, comme vous le savez, nous étions là pied à pied. Par conséquent, je considère que Philippe Gustin a pris les mesures nécessaires avec l'autorité étatique, mais ça leur revenait à l'État, puisque le secteur de la santé, le secteur de la protection de la population, ici ou dans l'Hexagone, est une prérogative de l'État. Le Conseil général a fait ce qu'il avait à faire en matière sociale. La région s'est réunie pour prendre un certain nombre de mesures d'ordre économique. Nous en attendons d'autres. Par conséquent, je crois que chacun, à son poste, a fait ce qu'il devait faire en conscience, parce que les Guadeloupéens, la santé des Guadeloupéens était menacée, l'économie guadeloupéenne est menacée, était menacée et encore menacée. Est-ce que le préfet ne s'est pas quelque peu substitué Il ne s'est pas substitué aux élus parce qu'il y avait justement un vide, il y avait un manque ou des manquements de la part de nos élus? Non, il n'y a pas de manquement. Si vous pouvez me citer par exemple un exemple où il y a eu manquement de la part des élus durant cette crise, eh bien j'en conviendrai. Mais ce n'est pas le cas, sauf que le préfet a communiqué beaucoup plus que nous, parce que, comme je vous le dis, tout ce qui est... il y a eu ce plan d'urgence Covid, il y a eu ce conseil, si je puis dire, presque de guerre, puisque l'État, lorsque l'État est en guerre, c'est l'État qui est en première ligne.
mais nous avons travaillé autant que lui, nous avons travaillé en concertation, nous avons travaillé aussi pour la question de la réouverture des écoles. Comme vous le savez, tout le monde n'était pas d'accord. Moi, j'étais d'accord pour la réouverture des écoles et des collèges. Mais comme vous le savez, le préfet communiquait plus que nous et parce que nous n'avions pas sitôt fini une réunion que lui, il était à la radio, à la télé, et puis les journalistes voulaient l'entendre plus que nous, dans la mesure où il représentait le symbole étatique. Et vous savez qu'en période de crise, les gens ont tendance à... Parce qu'il y avait de l'inquiétude, il y avait de la peur, et psychologiquement, la population était atteinte, personne ne voyait ce que pouvait être demain. Par conséquent, les Guadeloupéens se sont voués à un chef, et comme ça se passe à chaque fois où il y a crise, où il y a guerre, où il y a des circonstances qui sont des circonstances exceptionnelles, mais en réalité, je ne suis là pour critiquer personne, je dis tout simplement que chacun a fait son travail en fonction des prérogatives et surtout des compétences conférées par les institutions de notre pays. Alors là où il est aujourd'hui, il continuera à s'occuper des affaires des Outre-mer et bien sûr de la Guadeloupe. Eh bien écoutez, il est nommé directeur de cabinet du nouveau ministre de Cornu. Mais je vous rappelle que lorsque personnellement je n'ai pas été d'accord avec lui, je l'ai dit et je me suis fait entendre. Et je crois avoir été le premier à avoir saisi par courrier dès sa première semaine de nomination, courrier que vous avez eu à Canal 10, qui a saisi, le premier à avoir saisi le nouveau ministre de Cornu, sur 3 questions essentielles. Le premier, c'est la question, la première, bien sûr, c'est la question de l'eau. Deuxième question, et l'histoire me donne raison, puisque le Premier ministre a annoncé un plan pour l'emploi des jeunes, pour la formation des jeunes. C'est sur la question de la formation de la jeunesse, où je demandais qu'il y ait un grand plan pour la formation et pour l'emploi des jeunes au sortir de la crise. Et le troisième élément, je l'ai saisi sur la question de la sécurité routière. Mais pas que. Et donc j'ai eu le nouveau préfet qui m'a appelé hier, et qui arrive le 8 et qui prendra ses fonctions le 10. Et j'ai eu une conversation avec lui et je lui ai dit que j'entends, bien sûr, je lui ai présenté succinctement les grands dossiers auxquels la Guadeloupe se trouve être confrontée. Ces dossiers, bien sûr, demeurent, là je reprends encore la question de l'eau, mais il y a aussi le transport. Il faut savoir que c'est un problème très très important en Guadeloupe parce que les gens ont du mal à se déplacer, les entreprises de transport sont en difficulté. La question, bien sûr, de la jeunesse, mais d'une manière générale, nous entendons participer pleinement à ce grand plan de relance que l'État compte mettre en place. Et nous entendons y participer Alors, pleinement. nous n'aurons pas le temps de faire le tour de tous les sujets, mais notamment le sujet de la sécurité routière se règle ou se réglera par plus de radars tourelles? Non, je ne crois pas, parce que quand vous regardez ce qui se passe, moi je suis ahuri. L'après-Covid a été, et le déconfinement a été un moment, comme une espèce de moment où tout le monde, où beaucoup ont donné libre cours je dirais, à leur instinct. C'était une période anxiogène. Oui, mais tout le monde, par exemple, entre 2 radars, vous mettez des radars, et entre 2 radars, les gens balancent le véhicule, accélèrent. Moi, j'assiste à ça tous les jours sur les routes, comme si il y avait un moment libératoire où les gens, ou les jeunes, ou d'autres moins jeunes, et beaucoup d'accidents ont été causés, soit par une vitesse excessive, soit parce que les gens ne respectent pas la sécurité, les éléments de sécurité routière. En conséquent, je crois qu'il y a bien sûr la question des radars. Et au terme des discussions que j'avais eues avec le préfet, puisque j'ai suscité beaucoup de réunions, je lui avais dit qu'il n'y avait pas de raison que nous soyons moins bien traités que la France hexagonale. Et vous savez, mais ce n'est pas mon seul combat. Mais également, je lui avais dit aussi qu'il y a d'autres moyens pour la sécurité routière, la répression des gendarmes sur les routes, l'éducation et la présence d'une sensibilisation. Et donc, et puis il y va aussi de la responsabilité même des Guadeloupéens qui ne respectent pas les éléments de code de la route. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, au sortir de cette crise où 13%, où nous connaissons une chute de 13% de notre produit intérieur brut, avec un taux de chômage en augmentation, eh bien, je crains que nous ayons des sacrifiés du Covid, des sacrifiés du confinement, des sacrifiés
parce que nos enfants ne sont pas allés à l'école, et ça risque d'être pire à la rentrée si nous ne sommes pas attentifs à ce grand plan et si nous ne trouvons pas toute notre part à ce grand plan pour la jeunesse, entre formation, entre apprentissage et contrat aidé. Donc ça signifie que les élus doivent se battre pied à pied et que nous devrions être, je ne dirais pas servis, mais en tout cas à due concurrence du taux de chômage et des dégâts sociaux que nous avons chez nous, qui existent depuis tantôt et qui se sont accentués avec la crise. Alors maintenant, passons à ce sujet, un sujet brûlant, le sujet de l'eau. Nous avons vu qu'il y a quelques rebondissements. Alors ça fait bon nombre d'années maintenant où on parle de syndicat unique de l'eau, de gestion de l'eau et de l'assainissement. Alors, bon, ça n'avait pas beaucoup avancé. Le préfet avait dit qu'en janvier, il y aurait cette structure unique. Ensuite, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Ça a été aussi un petit peu revu, peut-être à cause du Covid-19. Et puis, on assiste à un retour de syndicats mixtes ouverts, version Cédric Cornet. Alors, est-ce qu'il fallait l'arrivée de ce jeune au pouvoir pour que les choses se concrétisent? Qu'en pensez-vous, Max Mathias? Écoutez, Cédric Cornet vit dans une commune qui connaît des difficultés liées à l'eau. Qu'il ait pris une initiative, c'est très bien. Qu'ils disent par contre que malheur aux élus qui ne se présentent pas à cette réunion, je trouve que c'est un peu moins bien pour les élus que nous sommes. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il faut d'abord, je voudrais faire une mise au point, mettre les choses à leur place. Les institutions de notre pays font que ce sont les communes et les groupements, les moyens qui se donnent pour gérer la question de l'eau, pour produire, pour acheminer, etc., qui sont la compétence eau dans notre pays. Il faut savoir que la question de l'eau remonte à longtemps. Qui gérait l'eau? Personne ne veut poser ce problème. Nous le savons. Nous savons que c'est l'État qui gérait l'eau à un moment et qui faisait les marchés, etc., où il fallait renouveler les infrastructures. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis 2009, on parle de structure unique de l'eau, c'est-à-dire depuis le LKP. On n'a pas vu arriver cette structure. Le troisième élément, c'est que beaucoup de Guadeloupéens ont souffert de manque d'eau, notamment en Grande Terre, pas que, mais en Grande Terre, puisque il ne faut pas dire que toutes les communes de la Guadeloupe n'ont pas d'eau. Par exemple, moi j'habite une commune où nous ne connaissons pas de coupure d'eau. Je crois qu'il en est de même à Bouillante, à Prête-Noire, enfin dans d'autres communes de la Guadeloupe. Et donc les Guadeloupéens d'ailleurs ont sanctionné des élus parce qu'ils avaient souffert de manque d'eau, et beaucoup d'élus ont été sanctionnés à cause de cela. Maintenant, le préfet a pris la décision de dissoudre le SIAG. Mais est-ce que l'État a tenu sa parole vis-à-vis des élus, vis-à-vis des Guadeloupéens? C'est le président de région qui, revenant d'un voyage dans l'Hexagone, et qui avait été reçu à l'Élysée, qui nous a dit que l'État est prêt à mettre 400 millions sur la table pour la question de l'eau. Alors je constate que le préfet décide de dissoudre, juste avant son départ, l'ex-préfet, de dissoudre le SIAG, et que les problèmes restent pendant. Maintenant, moi je suis pour une structure unique de l'eau, mais il faut savoir, je précise bien que nous n'allons pas assumer des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Et je ne voudrais pas que les Guadeloupéens disent, mais qu'on fasse une espèce d'amalgame dans une réunion, on convoque tout le monde. Je pense qu'il doit y avoir concertation. On a convoqué les élus du jour au lendemain. Personnellement, je n'étais pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est mais plusieurs élus étaient là. Oui, les élus y sont allés, mais c'est normal, on répond par courtoisie. Mais ce que je veux dire... Courtoisie sans conviction. Beaucoup, je ne sais pas s'ils y étaient convaincus, mais il faut répondre lorsqu'il s'agit de la question de l'eau. Et d'autres ont répondu. Personnellement, je dis tout simplement que si mandatement d'office il devait y avoir, le préfet aurait dû prendre cette responsabilité en faveur du SIAG. En tout cas, je partage l'avis d'Éric Jaldon qui dit... C'est un projet mort-né. Non, mais il dit tout simplement pas de licenciement du personnel dans la structure, parce que, comme vous le savez, quand les élus ont fait à ce jour, selon Mme Borel, 28 réunions depuis 1 an et demi, 18 mois, sur la question de la structure unique. Appelons ça une structure unique pour le moment. Et que les parlementaires n'ont jamais été associés à une quelconque réunion. Nous étions obligés de lorgner, de demander à celui-ci, à celui-là, qu'est-ce qui se passe, etc.
Et nous étions, en tout cas moi j'étais optimiste. Alors moi je dis aujourd'hui, et j'ai eu beaucoup de conversations avec les usagers de l'eau, avec le personnel du SIAG. Donc les conditions, pour moi, c'est pas de licenciement structure unique, mais pas de licenciement du personnel comme le prévoyait M. Gustin. Il faut que ce soit une structure viable économiquement. Il faut qu'il y ait un prix de l'eau accessible à tous et surtout aux plus démunis. Et puis, il faut aussi régler la question de la dette fournisseur. Donc, il faut une structure viable économiquement et pas une structure mornée. Voilà ce que j'ai envie. Vous dites vous aussi que ce serait une structure mornée? Non, j'ai dit il faut une structure viable économiquement, c'est-à-dire le syndicat mixte ouvert que l'on veut mettre en place. Voilà, il faut que ça soit une structure qui soit viable économiquement, mais qui n'arrive pas déjà plombée par un certain nombre de dettes. Donc il faut d'un côté que le SIAG puisse recouvrer les sommes qui sont les dettes qui sont les dettes du SIAG, puisque je crois savoir que la communauté Sud-Bastère, d'autres communautés doivent beaucoup d'argent au SIAG. Donc qu'ils commencent par renflouer et payer ce qu'ils doivent au SIAG, que l'on tienne compte du personnel du SIAG, mais je veux dire tout simplement que pour que nous partions du bon pied, il faut que ce soit une structure qui ne parte pas déjà chargée de dettes que la structure ne pourra pas rembourser et qui va bien sûr faire plonger cette structure. Donc la condition, c'est que premièrement que le personnel, que pas une personne ne reste sur le bord du chemin. Deuxièmement, que le prix de l'eau soit accessible à tous et surtout aux plus démunis. Troisièmement, que les usagers soient représentés, que les employés soient représentés au sein du SIAG et surtout pas de reprise des dettes qui alourdissent la structure. Vous comprenez que Cap Excellence ne soit pas partie prenante de cette structure Non, Cap Excellence était représenté. Comme beaucoup se sont fait représenter, Cap Excellence était représenté, que je sache. J'ai suivi ce qui s'est passé, sauf que je viens de vous énoncer un certain nombre de conditions qui me semblent, mais qui doivent être discutées et que j'ai pu lire dans les médias et qui me semblent, qui ont été énoncées par Éric Jalton, le président de Cap Excellence, et qui me semblent des conditions qui sont de bon sens, qui sont des conditions pour que la structure unique, le syndicat mixte ouvert, soit économiquement viable. Voilà. Vous y croyez, vous? J'y crois. Il faut continuer à travailler, comme je crois aussi, je crois que rien ne se fait comme ça par l'opération du Saint-Esprit, mais ce que je constate, c'est qu'il peut y avoir des raisons de douter, mais j'y crois. Moi, je serai, si on m'invite à une quelconque réunion, je serai dans mon rôle d'incitateur, je serai dans mon rôle de facilitateur. Mon rôle en tant que député, c'est de continuer à demander que l'État participe au financement, comme on nous l'avait promis. Et deuxièmement, de demander, c'est ce que j'ai dit à Cédric Cornet par un courrier, de demander à ce que, par exemple, tout ce qui est, si par exemple la structure unique nécessite des éléments législatifs pour que le parlementaire que je suis, et avec d'autres, puisse faire remonter cela, et que nous puissions agir au niveau du Parlement ou du gouvernement. On peut dire que là où des élus de longue date ont échoué, Cédric Cornet réussi. Je ne sais pas si aujourd'hui, pour le moment, là où les élus ont travaillé, il y a un travail qui se fait depuis 18 mois, eh bien, Cédric Cornet et d'autres prendront la suite, et ce travail se continuera pour que nous arrivions à une structure appelée des vœux des Guadeloupéens. Aujourd'hui, quand on regarde les postures des uns et des autres, les positionnements des uns et des autres, on peut se dire que le combat pour les régionales et les départementales, le combat a commencé. Alors, comment vous positionnez-vous, Mathiazin, par rapport à tout cela? Moi, j'ai l'habitude de m'adresser aux Guadeloupéens avec franchise, avec clarté. Comme je vous l'ai dit, je suis très attentif à ce qui se passe. On vient d'avoir des élections municipales qui ont bouleversé dans une grande mesure le paysage politique guadeloupéen. La question de l'eau y était, mais la question des élus, les journalistes ont joué un grand rôle là-dedans, puisque les débats étaient riches, les débats étaient fournis, les débats étaient techniques, les débats étaient ouverts. Donc la population a fait son choix. Personnellement, je ne me suis pas présenté aux élections municipales parce que j'ai estimé que je devais continuer à jouer mon rôle de député.
Je prends part au grand débat, comme je le fais, qui agite la Guadeloupe. Pour le moment, je suis un citoyen et un député qui continue à faire son travail. Je verrai comment la question... Mais ce que j'observe, c'est que les grandes manœuvres ont commencé, notamment au niveau des élections des communautés, pas seulement au niveau des élections municipales, mais au niveau des élections des communautés d'agglomération. On a vu apparaître un certain nombre de trahisons, de paroles données qui n'ont pas été respectées. Et cela m'inquiète. Pourquoi? Cela m'inquiète parce qu'on avait dit aux Guadeloupéens que toutes les expériences d'altruisme, de générosité, d'entente que nous avons connues pendant le Covid, eh bien cela se continuerait. Et puis, patrata, juste après les élections municipales, à la première élection qui est apparue, c'est-à-dire pour porter la voix des Guadeloupéens dans le sens de leur vote, et on a vu que ça n'a pas été le cas. Et donc, il y a des tentatives des uns et des autres de se dire que par le fait que nous pourrons avoir telle ou telle communauté, telle ou telle commune, les uns comptent les points dans un camp, les autres dans un autre camp, en disant nous avons tant de maires. Je rappelle que le nombre de maires possédés sur une liste de soutien, eh bien, n'a jamais fait, ou peut-être par le passé, mais pas dans un passé récent, une élection régionale. Vous avez un exemple à nous citer? Mais deux exemples. Hein. Michel Chevry avait beaucoup de maires quand Victorin Lurel l'a battu. Il y avait la plupart des maires qui la soutenaient. Victorin Lurel avait beaucoup de maires aussi, je crois, 22 ou 23. Et pour autant, la population a fait un choix. C'est la rencontre, les élections régionales, c'est la rencontre, bien sûr, de partis politiques avec la population. Mais c'est la rencontre d'une personnalité qui regarde la population les yeux dans les yeux, qui lui dit la vérité avec la population guadeloupéenne. Alors, concrètement, serez-vous de la bataille des régionales? Oui, je serai, bien sûr, d'un côté, je ne sais pas comment les choses vont se nouer, mais je suis un progressiste, je suis un homme de gauche, je serai là, et je n'ai jamais renié, donc je serai là où il y a un rassemblement, pas sur la base simplement d'élus ou de nombre de voix dans une commune, mais un grand rassemblement. Serez-vous partant pour conduire une liste au régional? On ne me l'a pas demandé et je n'ai pas pris cette décision. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il est temps d'observer, parce que l'urgence aujourd'hui, c'est de voir comment nous allons travailler pour faire en sorte que la Guadeloupe puisse commencer à remonter la pente. Comme vous l'avez constaté, je ne suis pas de ceux qui sont dans les manœuvres d'un côté ou de l'autre. Je n'ai pas voulu jouer à cela. Mais je serai dans les débats pour les élections régionales. Mais pour moi, c'est un débat continu. C'est un débat continu, c'est-à-dire que je parle avec vous ce soir, comme je continuerai à parler avec d'autres Guadeloupéens, des partis politiques, des individus, des citoyens guadeloupéens qui veulent que leur pays, que notre pays ne soit pas la proie de jeux des uns et des autres dans une forme qui ne nous conduit à rien, puisqu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas un projet de développement économique pour la Guadeloupe. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Guadeloupe, en tout cas dans l'histoire récente de la Guadeloupe, où nous ne savons pas où nous allons. Si Harry Chalus vous dit, Max Mathiasin, je souhaiterais que vous puissiez m'accompagner au niveau de ce combat régional, est-ce que ça sera oui? Harry Chalus me l'avait dit la dernière fois. Il m'avait invité, il m'avait appelé, il m'avait dit que je serais 5e ou 7e sur sa liste quand j'ai quitté le Parti socialiste. Et puis après, il m'a dit, je lui ai dit oui, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes amis, à mon groupe politique, je les ai réunis pour leur dire que je serai sur la liste d'Harry Chalus. Et il n'empêche que lorsqu'il a fait la liste, 24 heures avant la liste, il m'a dit que tu n'es pas sur ma liste. Par conséquent, je me doute bien qu'il ne me fera pas. En tout cas, je ne me laisserai pas avoir deux fois, parce que quand quelqu'un vous a déjà fait un tel coup, vous vous méfiez quand même. Hein? Vous vous méfiez, il m'avait promis également de me soutenir pour les législatives, vous vous rappelez. J'avais annoncé le soutien d'Harry Chalus et pourtant Harry Chalus et le groupe GUSR avaient un candidat dans la circonscription. Par conséquent, je suis quelqu'un de sérieux. Je ne me suis pas engagé en politique pour la recherche de postes. Je suis devenu conseiller général, je suis devenu député par la volonté de la population guadeloupéenne qui reconnaît mon travail, qui reconnaît ma capacité d'être à ses côtés, la prise en charge de ses intérêts, que ce soit sur le plan global ou individuel. C'est ce qui compte pour moi. Alors, dernière question. Si Victorin Lurel vous pose cette même question, que répondrez-vous? Donc,
c'est à penser, vous me posez la question, comme s'il était à penser qu'il n'y avait, vous faites vous-même une dichotomie, vous les journalistes. Pas du tout. C'est comme si vous aviez déjà choisi les règles du jeu. Selon vous, il n'y aura que Victorin Lurel ou Harry Chalus. Pas du tout. Par conséquent, j'ai une conscience qui fait que j'ai le sens de la vérité. Je mène un combat politique depuis tantôt. Aujourd'hui, je veux être maître de ma conscience. Par conséquent, à une élection qui est annoncée, où les gens sont, qui n'est annoncée que parce que les gens sont dans des grandes manœuvres, eh bien, je ne peux pas me prononcer encore. Je dis simplement que je serai, bien sûr, là pour donner mon opinion aux Guadeloupéens. Je serai partout où les Guadeloupéens ont besoin de moi. Mais les Guadeloupéens ont besoin de moi avant les élections régionales. Les Guadeloupéens ont besoin de moi parce que je vais défendre le plan pour l'eau. Je l'ai dit au préfet, je vais défendre la question du transport pour mes concitoyens du Nord-Bastère qui n'arrivent pas à se déplacer pour se rendre d'un point à l'autre. Je vais défendre la jeunesse guadeloupéenne dans un grand plan où nous devons trouver toute notre part, non seulement parce qu'il y a 750 000 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi pour toute la France, et je ne sais combien de jeunes qui ont perdu une année scolaire, qui sont aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont désabusés, parce que les gens ont dit, il ne faut pas envoyer les enfants à l'école. Eh bien, comment nous aurons une génération Covid démotivée, qu'il faudra remotiver, qu'il faudra renvoyer à l'école et renvoyer en formation pour qu'eux aussi, ils trouvent la voie d'un avenir. Merci Max Mathiasin d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec d'autres invités politiques. Excellente soirée à tous.